Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo historique, une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. L'histoire est juste dingue et ça fait déjà 2-3 ans que je voulais en faire un sujet. On avait discuté déjà avec Alex en avril 2019. Et comme j'ai jamais fait de compte de foot sur un joueur yougoslave, ça tombait plutôt bien parce qu'on va en voir plusieurs aujourd'hui. On va donc se replonger en 1990, quelques mois après la chute du mur de Berlin, en plein cœur des tensions entre les pays yougoslaves dont la majorité veulent prôner leur indépendance. Un match de football et un joueur en particulier vont illustrer les relations tendues entre la Serbie et la Croatie, un match qui, selon certains, serait à l'origine de la guerre de Croatie. Bienvenue pour un épisode qui va mêler histoire, géopolitique et bien évidemment football. On se retrouve dès maintenant, le 13 mai 1990. Bon, on va commencer par un petit point historique, un petit dessous des cartes. La République fédérative socialiste de Yougoslavie est un État fédéral proclamé en 1963, composé de la Bosnie, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. Dirigé par Tito, fondateur du Parti communiste yougoslave juste après la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie a rompu ses relations très tôt avec l'URSS et proclame un statut de non-aligné, une politique relativement neutre. Le parti politique en place est un parti unique sous le nom de la Ligue communiste des Yougoslaves, au pouvoir depuis 1945. Sauf que 35 ans après, en 80, après le décès du maréchal Tito, nous venons de l'apprendre il y a très exactement 10 minutes, le maréchal Tito est mort. Véritable figure de la Yougoslavie et seule personne à avoir atteint ce grade militaire, des tensions vont très vite apparaître entre chacune des républiques fédérées. Des tensions qui vont ne faire que s'accentuer après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc communiste. La Ligue des communistes en Yougoslavie annonce alors la fin de ce qu'ils appellent le socialisme autoritaire et donc la possibilité pour chacune des républiques d'organiser des élections multiparties. En Croatie et en Slovénie par exemple, en avril 90, le parti communiste est largement vaincu au profit des unions démocrates, les partis de l'opposition. Sauf que la Serbie, noyau du parti communiste yougoslave, Belgrade étant la capitale de Yougoslavie et la ville où toutes les décisions sont prises, ne voit pas forcément d'un très bon œil les montées nationalistes dans chacune des républiques. Quelques jours à peine après ces élections parlementaires remportées par l'Union démocrate face aux communistes en Croatie, un match de football doit prendre place entre les deux premiers du classement du championnat yougoslave. Le Dinamo Zagreb en Croatie face à l'Étoile Rouge de Belgrade, club de la capitale de Yougoslavie et de la Serbie actuelle. Le football ayant toujours été un outil politique pour les supporters, ce match, vous le sentez venir, sans forcément la poudre. L'Étoile Rouge de Belgrade à l'époque, c'est une super équipe de football. Il y a des gars comme Dejan Savicevic qui a joué à Milan après, Robert Prosinečki passé par le Real ou le Barça, Dragan Stojkovic bien connu du côté de la Canebière, ou Darko Pančev, meilleur buteur du championnat 90 qui est passé par l'Inter notamment. C'est une équipe très sérieuse qui a atteint des huitièmes ou des quarts de finale de Coupe d'Europe, éliminée contre le Milan ou le Real, mais dans des matchs très serrés et accessoirement, c'est la vitrine du football yougoslave avec le Partizan, l'autre club de Belgrade, qui est déjà allé en finale en 66 contre le Real. De l'autre côté, le Dinamo Zagreb n'a rien gagné depuis 82, mais voit une belle petite génération débarquer, avec notamment Davor Šuker et Zvonimir Boban, tous les deux ayant à peine plus de 21 ans. Zagreb, c'est l'un des épicentres du réveil nationaliste en Yougoslavie, avec un historique bien politique pour le football. SoFoot en parle très bien dans l'un de ses articles, en 54 et 67, lors de différentes victoires en championnat ou même en Coupe de l'UEFA. Les supporters du Dynamo n'hésitent pas déjà à l'époque à sortir des drapeaux croates en contestation face au pouvoir yougoslave. Des drapeaux qui seront finalement complètement interdit. Une insurrection historique en Croatie, l'hymne yougoslave étant régulièrement hué par le public de Zagreb, le mouvement des hooligans, bien connu de l'autre côté de la Manche, s'est répandu en Europe et les Balkans, en pleine instabilité politique, n'ont pas échappé à la règle. La notion de défense de son territoire et de nationalisme colle à la peau de chacun des groupes des supporters et ceux du Dinamo Zagreb soutiennent naturellement Franjo Tudman, élu en Croatie lors des élections parlementaires et fervent nationaliste. Face à lui, le Serbe Slobodan Milosevic rêve d'une grande Serbie, puissante et dominatrice, qui s'étendrait sur une partie du territoire yougoslave. Autant vous dire que le 13 mai 90, quand les deux clubs s'affrontent pour la 33e journée du championnat, c'est un gigantesque bordel. Un climat politique bouillant entre le club symbole du pouvoir et le club symbole des nouveaux mouvements nationalistes. Une affiche de gala mais sans réel intérêt pour le titre, Belgrade étant déjà assuré de terminer champion de Yougoslavie. La rencontre se déroule au Maksimir Stadium de Zagreb, dans une enceinte qui peut accueillir en gros 20 000 spectateurs. Des premiers incidents sont signalés dans le centre-ville de Zagreb entre les deux groupes de supporters. D'un côté, les 3000 membres de Delije, littéralement les braves, les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade, dirigés par Raznatovic, l'un des criminels les plus recherchés par Interpol dans les années 80. Ouais, lui là, il a été condamné en 97 par le tribunal pénal international de La Haye
pour crime contre l'humanité. Bon, il n'était pas présent le jour du match, mais on comprend un peu le profil des supporters. De l'autre côté, il y a les Bad Blue Boys de Zagreb, dont les tendances sont clairement indépendantistes, et ce depuis sa création, en 1986. On est dimanche, le match va bientôt commencer, les supporters s'opposent dans le stade. Les Serbes sont en rouge dans la tribune Est, les Croates sont en bleu dans la tribune Ouest. Les premiers chants sont lancés par les supporters serbes, et forcément, c'était pas du Vanessa Paradis. Zagreb et Serbes, nous tuerons Tudman, des chants qui visent directement les supporters adverses, et plus généralement, le mouvement majoritaire du pays. Alors que les joueurs font tranquillement leur entrée sur le terrain, ça commence vraiment à sentir le roussi. Les panneaux publicitaires qui volent, les sièges sont déchirés et propulsés. Les supporters de l'Étoile Rouge accèdent à la tribune supérieure et foncent tout droit vers ceux de Zagreb. Les forces de sécurité et de police sont déjà débordées, et contrairement à la corrida, ils sont beaucoup plus chauds sur les bleus que sur les rouges. En majorité serbe, les policiers empêchent les supporters de Zagreb de rentrer sur le terrain et d'aller se confronter avec les supporters serbes. Ils essayent de riposter avec en gros tout ce qu'ils ont, des canons à eau, des véhicules, des matraques, bref, c'est un bordel. Les affrontements durent au total quasiment 1 heure et le match ne peut pas commencer. Mais rien ne pourra finalement empêcher les supporters des deux clans de se retrouver en face à face et donc de se taper dessus. Puis une image pénible en football, l'affrontement, vous allez le voir cet après-midi sur le stade du Dynamo de Zagreb. Véritable combat qui s'est engagé d'abord entre des supporters et puis ensuite entre des supporters et des policiers et puis des arrière-pensées politiques dans un pays qui, comme beaucoup de pays de l'Est, connaît actuellement une situation plus que délicate. Les images sont vraiment choquantes, donc évidemment je vais pas vous les montrer, je vais pas les montrer dans la vidéo. La violence en tribune fait vraiment froid dans le dos. On est en 90, donc pas si longtemps après le drame du Heysel, qui avait eu lieu en 85, et dont les débordements étaient liés à une prise de tribune orchestrée par les supporters de Liverpool. Du coup, quand on voit les images de Zagreb, c'est tout sauf rassurant. Mais les joueurs dans tout ça, ils sont où? Toutes les équipes sont rentrées au vestiaire. Toutes? Non. Bon, quelques joueurs du Dynamo Zagreb ont décidé de rester sur le terrain pour aider les supporters à faire face aux policiers, en majorité serbe. Parmi eux, il y a Zvonimir Boban, 21 ans et déjà capitaine de l'équipe, qui s'est déjà pris quelques coups de matraque par les policiers et qui va complètement vriller. La violence au nom du nationalisme peut-être, la violence gratuite sûrement au nom de cet exutoire qu'est devenu le football. À 3 semaines de la Coupe du Monde, la haine encore cet après-midi dans un stade. Laurence Beauvillier. Une bonne montée de genoux comme à l'entraînement, mais en plein dans un policier. Le menton parfaitement visé, Boban s'échappe rapidos et est finalement protégé par les Bad Blue Boys avant d'être raccompagné au vestiaire. Cette image-là, ce coup de pied de Boban, va faire le tour du monde. Bon, il n'y a pas Twitter à l'époque, donc forcément c'est pas en 10 minutes. Mais le jeune espoir est porté en triomphe et devient très rapidement le symbole du combat croate face au pouvoir yougoslave installé en Serbie. 21 ans et ça envoie déjà un bon petit coup de pied dans un policier, en plein cœur de bagarre dans un stade. La folie, le courage, l'excès, l'engagement, c'est à vous de choisir. À la base, je suis contre de foot, je suis pas contre de demi-volée. Frappe du pied gauche. Le match ne sera évidemment pas joué et l'Étoile Rouge de Belgrade sera déclaré vainqueur sur tapis vert. Officiellement, le bilan est de 0 mort. Un miracle au vu des images, mais il y a eu en gros 150 blessés et 150 arrestations. Petit bilan, hein. Ouais. Pour certains, le match est le véritable déclencheur de la guerre qui se prépare dans le pays, entre l'armée populaire yougoslave et la République de Croatie, qui proclame son indépendance un an plus tard, le 25 juin 91, après un référendum où 94% des Croates ont voté pour la transformation de la Yougoslavie en plusieurs états souverains. Une guerre qui va durer quasiment 4 ans entre les deux principaux protagonistes des conflits en Yougoslavie. Il y a eu la Bosnie et la Slovénie aussi, mais c'était pas forcément aussi long et pas aussi violent. Boban, quant à lui, est suspendu par la fédération yougoslave pour quelques mois, et donc privé de la Coupe du Monde en Italie en 90, qui verra la Yougoslavie se faire sortir par l'Argentine de Diego Maradona. Zvonimir Boban était pourtant l'un des grands espoirs à l'époque, vainqueur de la Coupe du Monde U20 en 87, aux côtés de plusieurs futures stars du football européen. Il le disait d'ailleurs, il a continué à défendre les couleurs de la Yougoslavie jusqu'au bout, jusqu'au dernier match en 91 à Belgrade, simplement parce qu'il avait l'impression de jouer avec des potes. Son amour allait pour la Croatie évidemment, qu'il rêvait forcément indépendante, mais contrebalancé avec le plaisir qu'il prenait en sélection, avec cette magnifique Yougoslavie. D'ailleurs, si celle-ci avait continué d'exister, il y avait moyen de faire potentiellement 2-3 très bonnes équipes durant les Coupes du Monde. Même si bon, la Croatie s'est toujours bien débrouillée toute seule, avec la demi-finale 98 contre les Bleus, Boban étant capitaine à l'époque, et la finale perdue en 2018. Du côté des clubs, cet événement marque la fin du championnat yougoslave. Un championnat qui disparaît en 91 au profit forcément de nouvelles compétitions dans chacun des pays. L'Étoile Rouge de Belgrade, quant à elle, ne sera pas vraiment affectée sportivement par tout ce qu'il s'est passé et tout ce qui se passe en Yougoslavie, puisque l'année d'après, les mecs, ils gagnent la Ligue des Champions. On a mis beaucoup à côté, le gardien a arrêté, et finalement ça s'est joué au tir au but et on a été battus. C'était face à l'OM en finale, et l'équipe serbe sur le papier
C'était très sérieux. Je pense notamment à Mihajlovic, dont la patte gauche sur coup franc a fait frémir la Serie A pendant de très longues années. La Serie A qui d'ailleurs va devenir le repère de beaucoup de joueurs yougoslaves, dont Zvonimir Boban, qui va passer le plus clair de sa carrière au Milan AC. Un passage inoubliable avec plusieurs titres en Italie et en point d'orgue évidemment. La finale de la Ligue des Champions remportée contre le Barça en 94, titulaire aux côtés de son coéquipier, Dejan Savicevic. Et si vous doutez toujours de l'amour que Boban porte pour son pays, la Croatie, sachez qu'en 2018, lors de la remise du trophée du meilleur joueur FIFA de l'année, remis à Luka Modric, qui lui aussi est passé par le Dynamo, Zvonimir Boban a complètement fondu en larmes. My footballing idol, captain of Croatia, generation 1998 that they in first participation win bronze in France. He was my big inspiration. We all can become the best with hard work, dedication and belief. All dreams can come true. Aujourd'hui, en se baladant à Zagreb et aux alentours du stade Maksimir, on peut y voir une stèle qui évoque cet événement et rend hommage à tous les supporters de Zagreb présents ce soir-là. Un passage obligatoire pour l'un des matchs les plus marquants du football yougoslave. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce petit sujet histoire vous a plu. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais ça super intéressant de mêler football et géopolitique pour un sujet comme celui-ci. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées d'autres sujets ou d'autres formats encore une fois dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 18h, pour le 50e épisode de Conte de Foot. Ciao les gars, prenez soin de vous. Far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, but I'm just afraid. I refuse to fix the problem and I think